Pour ce nouveau podcast, l'Université ouverte de Versailles continue de vous entraîner encore plus profondément dans ses archives sonores, en vous faisant cette fois-ci découvrir ou redécouvrir la conférence Avant les Lumières, les Ténèbres, extraite du cycle Histoire des idées religieuses, philosophiques et politiques du programme universitaire de 2008-2009. Cette conférence avait été donnée par M. Paul Clavier, philosophe, professeur à l'École normale supérieure. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une excellente écoute. Comme j'ai toujours un peu de nostalgie dans l'âme, je ne voudrais pas commencer ce cycle de conférences sur la philosophie des Lumières sans poser, ça sera l'objet de la séance d'aujourd'hui, une question préalable. La philosophie des Lumières, très bien, mais avant, est-ce à dire que tout n'était que ténèbres, obscurité, voire obscurantisme? D'où l'intitulé de cette séance, Avant les Lumières, virgule, ou deux points, les ténèbres, point d'interrogation. C'est l'objet de cette séance, qui donc, sans être totalement une séance rétrospective, va essayer de justifier, comprendre, éventuellement contester le privilège que s'arroge le XVIIIe siècle, et notamment le XVIIIe siècle philosophique, à être enfin le siècle des Lumières, par opposition donc à des siècles moins lumineux, moins phosphorescents qui l'auraient précédé. Alors, nul n'ignore ici que donner un nom à un siècle, le siècle d'or, le siècle de fer, c'est une commodité qui n'a pas une valeur méthodologique absolument contraignante. Hein. Mais néanmoins, je voudrais interroger cette appellation du siècle des Lumières, qui n'est pas propre d'ailleurs à notre classification franco-française, mais qui se retrouve un peu dans toute l'Europe. Les Anglais parlent de Age of Enlightenment, les Italiens parlent d'Illuminismo, les Espagnols de Illustration, excusez mon accent un peu andalou, les Allemands de Aufklärung, et tous ces termes impliquent, à un degré ou à un autre, la notion de lumière, d'éclairage ou d'éclaircissement. Alors qu'est-ce qui s'éclaire et qu'est-ce donc qui était si obscur avant ce siècle? Alors on pourrait très bien arguer de la chronologie et dire au fond le grand siècle classique s'arrête à la mort de Louis XIV, hein, donc dans les années 1715, c'est bien ça, ou 14, je ne sais jamais. Ah bon, 15, c'est ça, 15, voilà. Le règne de Madame de Maintenon est déjà bien entamé, la cour se morfond, le roi se fait dire des messes pour ses nombreux péchés, et du coup, il y a une atmosphère un peu pesante, une sorte de réaction. Les jansénistes ont été bâillonnés, mais l'austérité reprend de plus belle à la cour de Versailles. Voilà. Et puis, à sa mort, alors là, c'est la fest-noz, si j'ose dire, hein, pour les Bretons d'entre vous, c'est le débridement total, les rouées de la Régence sont là pour faire la fête, les 400 coups, c'est les grandes eaux tous les soirs, hein, et avec le feu d'artifice, et le Versaillais n'arrive plus à trouver le sommeil. Et donc libéralisation, c'est le mai 68 post-Louis XIV. Bon. Si ce n'est que cela, évidemment, ce scénario serait peu intéressant. Si l'histoire de la pensée n'est qu'une suite de refoulements et de défoulements, elle ne nous intéresse pas plus que ça. D'autant que le siècle dit des Lumières succède à un siècle qui n'est pas terne, et sur le plan de la pensée, et notamment de la philosophie, puisque c'est ce qui va nous occuper cette année, c'est au moins le siècle de Pascal, hein, grand géomètre, grand physicien et philosophe très profond, de Leibniz, hein, qui lui meurt également presque en même temps que Louis XIV, en 1714, quelque part comme ça. Leibniz, inventeur du calcul, enfin ce n'est pas rien. C'est le siècle évidemment de Descartes, j'en reparlerai, hein, dont les conquêtes intellectuelles sont loin d'être minces, même si sa physique était assez vite périmée. Descartes, hein, c'est quand même autre chose qu'un partisan de l'obscurantisme moyenâgeux. Parce qu'évidemment, quand on parle d'obscurantisme, c'est toujours l'obscur Moyen-Âge qui est coupable. Bon.
Alors, cette périodisation des époques qui fait que, bon, après l'obscur Moyen-Âge, ben, il y a une renaissance, les premières lumières, et suppose qu'il y avait une mort. Qu'est-ce qui était mort? Alors, c'était l'esprit des anciens, l'esprit gréco-romain, que sais-je. Bon. Le XVIIIe siècle n'est pas la naissance ex nihilo d'une civilisation brillante, et le siècle qui l'a précédé est, en tout cas en termes d'innovation intellectuelle, au moins aussi consistant. On pourrait dire, oui, mais vous comprenez, la philosophie des Lumières, hein, tout ça dépasse cette année, c'est enfin l'or, la clarté, l'intelligence, l'esprit, alors qu'auparavant tout n'était qu'obscur. Mais avec la géométrie algébrique de Descartes, avec la géométrie des coniques pascaliennes, avec le calcul infinitésimal leibnizien, on peut dire que les philosophes du siècle précédent se sont quand même bien illustrés. Alors, où est la différence? On dira peut-être que le XVIIe siècle, c'est les jardins à la française, et puis que le XVIIIe, c'est on découvre les parcs à l'anglaise. Bon, oui, mais c'est le contraire de la lumière, car le parc anglais, le jardin anglais, est justement plein de bosquets un peu ténébreux, dans lesquels se nouent des intrigues, alors que le parc à la française est beaucoup plus géométrique et clair. Dira-t-on que la philosophie des Lumières voit triompher enfin la raison? Ce serait un contresens tout aussi énorme. Le XVIIIe siècle, et notamment le XVIIIe siècle français, mais pas seulement, c'est le siècle où, au contraire, les droits de la raison, les prétentions de la raison sont assez souvent revus à la baisse, hein, et qu'à la raison on substitue souvent notre autorité, qui est la nature, ou le sentiment, voire encore l'imagination. Le XVIIe siècle intellectuel avait été très sévère avec l'imagination. Souvenez-vous Pascal qui dit que l'imagination est maîtresse d'erreur et de fausseté, hein, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Vraiment, on ne peut pas être plus vache avec l'imagination. Malebranche disait lui carrément que l'imagination, c'est la folle du logis. Hein. Et Descartes traite avec une certaine circonspection cette imagination qui fait obstacle à l'entendement et aux idées claires et distinctes. Eh bien, le XVIIIe siècle, dans sa pensée, dans sa conceptualisation intellectuelle, réhabilitera la nature, le sentiment, l'imagination. Donc, en ce sens, il est peut-être moins proche de l'idéal de lumière ou d'élucidation rationnelle que le siècle qui l'a précédé. Alors, je voudrais faire trois hypothèses avant d'en avancer une quatrième pour répondre à la question. Alors, en quoi il y aurait plus de lumière ou plus d'éclat dans cette philosophie du XVIIIe siècle? Est-ce que, par exemple, dans le domaine de la physique et de la mécanique, philosophie de la nature, est-ce que c'est le XVIIIe siècle qui apporte l'essentiel de l'innovation? J'y reviendrai à la fin. En un sens, oui, mais si on regarde les choses avec impartialité, le XVIIe siècle est un siècle où ont déjà été accomplis des progrès fantastiques en physique. Hein. Pensez à Galilée, c'est le tout début du XVIIe siècle. Bon, pensez aux travaux de Pascal sur le vide, hein. À la loi découverte plus ou moins par Descartes de la propagation de la lumière dans des milieux réfringents, la loi des sinus. Hein. On ne peut pas dire que la physique et la mécanique du XVIIe siècle soient totalement obscures. Hein. C'est Descartes qui, en plein XVIIe siècle, formule le principe du mécanisme. Et c'est quoi la philosophie mécanique ou le mécanisme? C'est la suivante, ça consiste à dire que toutes les variétés, toutes les différences qui sont dans la matière s'expliquent par la grandeur, la figure et le mouvement des parties. Voilà quelque chose qui est lumineux. Parce que c'est toujours vrai, c'est une autre affaire. Hein. Mais c'est quand même un programme de ce qu'on appelle le mécanisme, hein, et qui naît en plein XVIIe siècle. Alors on dira, oui, mais le triomphe du mécanisme, c'est le XVIIIe siècle. Je voudrais juste évoquer ici la figure de Julien Offray de la Métrie. Hein. C'est un Malouin, il est né à Saint-Malo, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'est ni breton ni normand, chacun sait, qui devient médecin et philosophe, qui s'est trouvé aussi à la cour de Prusse, à Potsdam. La Métrie est surtout connu pour une œuvre majeure en 1748, donc on est en plein 18e, en plein siècle des Lumières, qui s'appelle L'homme-machine. J'écris juste.
À la fin de la séance, vous viendrez vous approcher pour voir comment on écrit la métrie. Il y a 2 T, mais enfin bon. Mais la séance s'appelle Avant les lumières, les ténèbres. Alors il faut bien qu'il y ait un peu une sorte de mise en scène, sinon je ne suis pas crédible. Alors, continuons dans cette pénombre. Alors la métrie, en pleine lumière, lui au contraire, écrit L'homme-machine en 1748, ainsi qu'une histoire naturelle de l'âme, dans laquelle il prétend que l'homme n'est totalement mécanique. 1748, L'homme-machine. C'est un texte qui affirme le caractère purement mécanique de l'être humain. Alors on pourrait se dire, alors ça, voyez-vous, ça c'est le matérialisme du XVIIIe siècle. Hein, on peut dire, oui, alors la différence entre le XVIIIe et le XVIIe, c'est que le XVIIIe a apporté, enfin, ou malheureusement, ça dépend des opinions, une théorie matérialiste, et qui est l'ancêtre finalement des théories biologiques contemporaines dans lesquelles pratiquement tout est matière, et même composer l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, c'est finalement un événement neuronal complexe, mais c'est purement matériel. On peut avoir des réserves sur ce jugement, mais enfin, on pourrait dire, ah voilà, le XVIIIe siècle met en lumière le caractère mécanique du vivant. Mais ce serait une erreur grossière que d'attribuer le mérite ou le sacrilège d'avoir réduit l'homme à une machine, puisque Descartes lui-même, un siècle avant, est l'auteur de la théorie des animaux-machines, et ces animaux englobent l'homme, en tout cas pour la partie purement physiologique. Je cite le début du texte de Descartes qui s'intitule L'homme, justement. Supposons que l'homme n'est qu'une statue ou machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre aussi semblable à nous qu'il est possible, en sorte que non seulement il imite les actions qui sont extérieures, etc. L'hypothèse qui consiste à étudier l'animal en général et l'homme en particulier comme une machine, avec des poulies, des leviers, des impulsions, des écoulements, une mécanique des fluides également, elle est déjà chez Descartes. Donc le XVIIIe siècle, de ce point de vue-là, n'a rien inventé, même s'il prolonge certaines conclusions de façon matérialiste. On pourrait dire que le XVIIIe siècle croque les marrons que Descartes a tirés du feu. Bien. Alors donc, il semble que ce ne soit pas du côté de la mécanique, ou du mécanisme, la réduction du vivant au mécanique, par exemple, que le XVIIIe siècle ait vraiment innové. D'ailleurs, je voudrais citer un extrait de L'homme-machine, de la métrie, qui reconnaît sa dette envers Descartes. Le XVIIIe siècle semble souvent ignorer le siècle qui l'a précédé, mais en réalité, ces gens-là ne parlent que de Descartes, ils sont pour, ils sont contre, enfin, ils savent que Descartes les a précédés. Je cite la métrie qui dit ceci. « Je crois que Descartes serait un homme respectable à tous égards si, né dans un siècle qu'il n'eût pas dû éclairer, il eût connu le prix de l'expérience et le danger de s'en écarter. » Alors, c'est très, très intéressant, cette espèce de mention à la fois élogieuse et en même temps un peu sardonique de Descartes. Ce serait un homme respectable, si, né dans un siècle qu'il n'eût pas dû éclairer. C'est une façon très subtile de dire Descartes a été le flambeau du XVIIe siècle, mais il est venu trop tôt et en même temps il était très présomptueux car il ignorait le prix de l'expérience. Il eût connu le prix de l'expérience et le danger de s'en écarter. Alors là, on est un petit peu sur la piste. Ce qui semble-t-il a manqué au XVIIe siècle et dont le XVIIIe siècle se gaussera, c'est d'avoir véritablement pratiqué l'expérimentation. Alors on va dire, oui, mais Galilée, le premier Galilée, était un expérimentateur. Une grande controverse historiographique et passionnante nous permet de vérifier qu'en fait, Galilée, donc le physicien de la science moderne du XVIIe siècle, n'était pas un véritable expérimentateur. Bien sûr, il a proposé des montages expérimentaux, mais quand on s'est avisé de les refaire, on s'est aperçu qu'au fond, il avait fonctionné surtout à partir de certaines intuitions mathématiques, et que par exemple, la loi qu'il a découverte, à savoir que le temps de chute d'un corps était proportionnel au temps, à la durée, que la vitesse, excusez-moi, la vitesse de chute d'un corps était proportionnelle à la durée de la chute, V égale GT, ou si vous voulez que l'espace parcouru par un corps en chute libre était proportionnel au carré du temps écoulé, eh bien cette loi, on a pu vérifier qu'il n'était pas en mesure de la vérifier expérimentalement, mais que les vagues dispositifs de faire rouler des boules sur des plans inclinés tout en laissant goûter de l'eau, d'une clepsydre, ne lui permettait qu'avoir une très vague approximation de cette loi et que c'est sa conviction de mathématicien et de géomètre qui l'a emporté. Et en cela,
Galilée est vraiment cartésien. C'est-à-dire que l'expérience ne compte pas tant, ce qui compte c'est la déduction à partir de grandeur, figure, mouvement et des rapports mathématiques qu'on peut établir. Le XVIIIe siècle, alors là il y a une vraie différence, dira tout ce fatras de cogitation cartésienne ou galiléenne, c'est bien beau, mais c'est l'expérience qui doit décider. Si vous voulez, on pourrait très bien emprunter à La Fontaine cette remarquable conclusion. Vous connaissez la fable de La Fontaine, un animal dans la lune, hein, et qui dit ceci, voilà, alors quel est le pouvoir de la raison par rapport à son jugement, par rapport aux illusions des sens. Et la conclusion de La Fontaine, c'est de dire, quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse, la raison décide en maîtresse. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que les erreurs d'observation sont fréquentes, hein, même si Galilée a inventé la lunette, s'il y a une poussière dans la lunette ou un rat qui se promène dans le télescope, alors on va conclure, n'est-ce pas, qu'il y a une étoile qu'on appelle le grand rat. Et voilà. L'idée qui est encore présente au XVIIe siècle, c'est les sens sont trompeurs. Et même avec les perspicilli de Galilée, même avec la lunette de Galilée, il se peut toujours qu'il y ait une petite erreur de parallaxe ou, n'est-ce pas, que le verre a été mal poli et que donc c'est à la raison qui revient de décider. Le XVIIIe siècle dira non, laissez passer d'abord l'expérience. Là, il y a une véritable différence. Alors, nous avons déjà une partie de la réponse à la question. Hein. Le XVIIIe siècle n'a pas inventé la mécanique, n'a pas inventé la réduction du vivant au mécanique, mais il a été plus sensible que le siècle précédent à l'éclairage de l'expérience, d'une expérience lue sans le préjugé d'un système, si efficace soit-il, je parle d'un système mécanique ou d'un système géométrique, tel que, par exemple, Descartes le mettait en œuvre. Deuxième hypothèse, est-ce qu'au fond, le XVIIIe siècle serait le siècle de la critique religieuse, la critique des religions? Alors on pourrait se dire, le XVIIe siècle est un siècle totalement inhibé, soumis à l'autorité religieuse, incapable de penser en dehors des dogmes. Bon. Le XVIIIe siècle, grâce à la Régence, n'est-ce pas, envoie tout cela culbuté par-dessus la tête, et prend ses aises, prend ses libertés avec les dogmes religieux. Rien de plus faux. Je vous rappelle que les réformes religieuses qui secouent l'Europe ont commencé dès le début du XVIe siècle, il y en a même avant d'ailleurs, que tout le XVIe siècle est travaillé par des controverses et par des divergences théologiques, que le XVIIe siècle, évidemment, ne fait pas exception, mais que curieusement, tout le début du XVIIe siècle est, en tout cas en France, relativement libéral par rapport à ces discussions. C'est simplement à la fin du règne de Louis XIV, et notamment en 1685, lorsqu'est promulgué l'édit de Fontainebleau, qui porte révocation de l'édit de Nantes, que les choses commencent à se gâter. Mais auparavant, et en dépit des activités de police, des différents parlements, des tribunaux, des évêchés qui impugnent contre la publication de tel ou tel ouvrage un peu libertin, eh bien, justement, le mot est lâché, le libertinage existe bien avant le XVIIIe siècle. Alors, comme ça sera ma troisième hypothèse, je vais quand même revenir à la question de la critique religieuse. Alors, pour prendre l'exemple de Descartes, il est vrai que Descartes, apprenant que le sieur Galilée a encouru les foudres du Saint-Office, dans le cadre d'une histoire d'ailleurs assez compliquée, parce que vous savez peut-être que Galilée était un ami personnel du pape Urbain, mais qu'il s'est brouillé avec lui pour des raisons de moquerie, d'un dialogue dans lequel il le ridiculisait, et que donc le durcissement du Saint-Office vis-à-vis de Galilée n'est pas comme ça une réaction prime sautière, c'est le fruit d'une négociation et d'un bras de fer. C'est également d'ailleurs une circonstance tout à fait politique. Vous pouvez vous souvenir par exemple que au début du XVIIe siècle, l'Église romaine était encore relativement tolérante par rapport à l'hypothèse héliocentrique, l'hypothèse de Copernic, pour la bonne raison d'ailleurs que c'était un chanoine catholique, le chanoine Copernic, qui avait mis sur pied ces hypothèses et qui les avait dédiées au pape Paul III avec approbation du pape Paul III, donc presque un siècle avant, mais que la rivalité entre l'Église romaine et
les églises protestantes, mais l'Église catholique en demeure de choisir, oui ou non, l'héliocentrisme. Or, il se trouve que l'un des arguments des églises protestantes contre l'héliocentrisme, à la suite de Luther et Mélenchon, c'était de dire, regardez, l'héliocentrisme est contraire à la lettre de la Bible, et donc, nous, protestants, nous sommes plus fidèles à la lettre de la révélation que ces catholiques dont les astronomes admettent que peut-être le soleil serait immobile et qu'au fond, donc, tous les miracles bibliques dans lesquels on dit que Josué arrête le soleil sont faux, parce que s'il est déjà à l'arrêt, il n'a pas à être arrêté. Et alors, d'une manière politique qui est certainement évidemment contestable, l'Église catholique, ayant peur d'être dépassée en fait de fondamentalisme et d'interprétation littérale des textes bibliques, dit oui, au fond, il faut arrêter cette histoire d'héliocentrisme, on ne peut plus l'enseigner, même pas à titre d'hypothèse. Et la brouille avec Galilée intervient à ce moment-là. Donc c'est une affaire très assez complexe, mais ce qu'on peut en retirer, c'est que jusque le XVIIe siècle est plein de ces discussions. Alors Descartes, puisque c'est de lui que je voulais parler, Descartes, averti de l'affaire Galilée, se dit oh là là, je ferais bien de garder mes hypothèses sous le manteau et de professer officiellement tout ce qu'il plaira à l'Église catholique que je professe. Néanmoins, Descartes n'hésite jamais, et dans des documents tout à fait publics, à se moquer d'une certaine obédience vis-à-vis des Saintes Écritures. Alors, je cite rapidement, mais c'est un texte magnifique, l'épître dédicatoire des méditations métaphysiques, donc l'épître dédiée à messieurs les doyens et docteurs, decano et doctoribus, je croirais dans Molière, et dans lesquels Descartes va ironiser, tel un libertin, sur l'obéissance due par le philosophe aux Saintes Écritures. Alors je cite ce texte magnifique. Car bien qu'il nous suffise à nous autres qui sommes fidèles de croire par la foi qu'il y a un Dieu, certainement, il ne semble pas possible de pouvoir jamais persuader aux infidèles aucune religion, si premièrement, on ne leur prouve cette chose par raison naturelle. Et quoi qu'il soit absolument vrai, qu'il faut croire qu'il y a un Dieu, parce qu'il est ainsi enseigné dans les Saintes Écritures, et d'autre part qu'il faut croire les Saintes Écritures, parce qu'elles viennent de Dieu, et cela parce que, la foi étant un don de Dieu, celui-là même qui donne la grâce pour faire croire les autres choses, la peut aussi donner pour nous faire croire qu'il existe, on ne saurait néanmoins proposer cela aux infidèles, qui pourraient s'imaginer que l'on commettrait en ceci la faute que les logiciens nomment un cercle. Alors, texte extrêmement sinueux, mais en même temps qui porte une pique extraordinaire, Descartes revendique les droits de la raison naturelle pour parler de Dieu. Son argument est le suivant, c'est certes, monsieur le doyen et les docteurs, je ne veux pas être inquiété comme Galilée, donc je dirai tout ce qu'il vous plaira me faire dire, et je suis prêt à dire, il y a un Dieu parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures, et il faut croire les Saintes Écritures parce qu'elles viennent de Dieu. Mais Descartes fait remarquer, mais c'est totalement circulaire. Vous me dites, croyez qu'il y a un Dieu parce que c'est écrit dans la Bible, et croyez la Bible parce qu'elle vient de Dieu, et qu'il faut croire Dieu. Vous avez donc déjà admis qu'il y avait un Dieu, dont vous n'avez rien démontré. Descartes se paye le luxe, dans une adresse aux doyens et aux docteurs de la Sorbonne, de dire, attendez, c'est pas sérieux cette histoire. Et tout le XVIIe siècle, tout le XVIIe, est travaillé par la question des rapports entre la raison naturelle et les dogmes de la foi. On s'imagine souvent que les philosophes, n'est-ce pas, sont restés bien sages, et puis que tout d'un coup, à la mort de Louis XIV, ils se réunissent et se disent, tiens, on va faire la peau au curé, et alors on va enfin immoler toutes les dogmes catholiques sur la foi, sur l'autel de la déesse raison. Mais c'est faux. Le XVIIe siècle passe son temps à essayer de trouver ce qu'il y a de rationnel dans les propositions de la foi. Et ne se prive pas de remarquer ce qu'il y a d'irrationnel. Le XVIIe siècle est ainsi marqué par un certain nombre de figures, mais l'une des figures les plus célèbres et qui est malheureusement peu connue en France, c'est celle de Pierre Bayle, comme prononcent les véritables personnes du Sud-Ouest, qui est né à Foix, F-O-I-X. Il est mort en 1706, donc avant Louis XIV. Et Pierre Bayle, c'est celui qui pose, d'une manière extrêmement sceptique et assez proche de Montaigne, mais enfin avec beaucoup plus de science, qui si vous voulez, la plaque tournante de toutes les réflexions intellectuelles, aussi bien en physique, en mathématiques qu'en théologie, et qui pose la question de la légitimité de l'athéisme en plein XVIIe siècle, qui fait remarquer que selon lui, une société d'athées vertueux se conduirait aussi bien qu'une société menée par des dogmes religieux, et que l'ignorance d'un créateur et conservateur de l'univers
n'étouffe pas pour autant toutes les lumières de la raison. C'est dans son fameux ouvrage sur les pensées sur la comète. Hein. Et donc, voyez-vous, le XVIIe siècle est déjà un siècle où on se réclame des lumières de la raison, ou de l'examen de toute chose par les lumières de la raison naturelle. Donc, en la matière, le XVIIIe siècle n'a pas du tout la primeur. Alors revenons à ce rationalisme de Descartes. Je refais le schéma pour ceux qui penseraient qu'il y a une entourloupe, mais je vais demander à François de nous faire un peu de lumière. Ah non, il est parti. Bon, c'est pas grave, on va continuer dans les ténèbres. Le raisonnement que Descartes trouve suspect, c'est de dire, vous dites, Dieu existe. Vous dites que c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible le dit. Et vous croyez la Bible vient de Dieu. Et c'est donc un cercle. Et pour sortir de ce cercle, pour ne plus tourner en rond dans le présupposé, je crois que Dieu existe parce que c'est écrit dans la Bible et je crois la Bible parce que c'est Dieu qui l'a inspiré, eh bien Descartes dit il faut trouver des fondements rationnels à notre croyance en Dieu. Et très curieusement, cet effort qui pourrait sembler aller contre la construction de la tradition des églises, au fond, sera parfaitement intégré ou voire redécouvert, puisque c'est devenu ensuite un article de l'Église catholique que l'existence de Dieu doit être prouvée par la raison naturelle, et n'est pas simplement un article de fond. Thomas d'Aquin le disait déjà d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Ce que je veux simplement dire, c'est que la critique des dogmes religieux, elle est aussi forte au XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle. Qu'un personnage comme Pierre Bayle n'a cessé de batailler contre toute la dogmatique, alors qu'elle soit... Alors lui, c'était une personnalité étonnante. Il est né à Foix, éduqué dans une famille protestante. Il va ensuite dans un collège jésuite et il se convertit au catholicisme. Mais un an après, il devient relapse, comme on disait alors. Il retombe, n'est-ce pas, dans l'hérésie de la religion prétendue réformée, comme on disait charitablement alors. Et alors, du coup, c'est la bête noire. Il se réfugie plus ou moins en Hollande. Il est souvent obligé de changer de domicile, hein, parce que le XVIIe siècle est un siècle de persécution. Hein. Mais tambour battant, il mène son combat pour une religion éclairée par la lumière de la raison. Et nous sommes donc en plein XVIIe siècle. Alors, revenons à cette prétention à la clarté cartésienne, parce qu'au fond, et à la lumière de la raison cartésienne, au fond, n'y aurait-il pas une différence quand même, qui, de la même façon que pour les questions de mécanique et de la physique, on a affirmé que le XVIIIe siècle avait enfin accordé sa place à l'expérience, est-ce que dans le domaine des lumières de la raison, il n'y a pas quelque chose au XVIIIe siècle qui ne se trouvait pas au XVIIe siècle? Alors je pense qu'une réponse à cette question peut être trouvée si l'on analyse de près les préceptes de la méthode cartésienne. Dans le discours de la méthode, vous trouvez un certain nombre de choses, et notamment ces fameux préceptes dans lesquels Descartes dit « Ah, je vais révolutionner entièrement la science hein, ». Et il y a 4 préceptes de ma méthode. Hein. Mais ce qui est très remarquable, c'est que cette méthode, en un sens, n'est pas une méthode universelle. C'est une méthode qui engage un individu, un héros de la fronde, un solitaire, un héros de la science, comme Descartes. On pourrait dire, au fond, le XVIIe siècle est sans doute un siècle des Lumières, mais c'est un siècle de lumière solitaire, c'est un siècle de luminion, c'est un siècle d'étoiles. C'est un siècle où il y a des étoiles, des stars, Pascal, Leibniz, Descartes, Bayle, mais qui chacun éclaire isolément. Et on peut se rendre compte en relisant les préceptes de la méthode, en étant sensible au caractère toujours personnel de la méthodologie. Alors, je cite le texte. Hein. Au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne jamais manquer à les observer. Le premier précepte était de ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements
que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Alors je vous fais grâce des 3 autres préceptes, mais ce qui est très intéressant, c'est que Descartes appelle de ses voeux la clarté et la distinction, l'absence de préjugés, pas de précipitation et de prévention. Mais il le fait tout le temps en opérant en solitaire. C'est l'ego, le je cartésien, qui est le critère de certitude. Évidemment, ça s'oppose à l'esprit encyclopédique, dans lequel la vérité n'est pas découverte par un héros. C'est pas le jeune Pascal qui tout seul va découvrir la loi d'équilibre des liqueurs et le problème de la pression de l'air. Ce n'est pas Descartes qui fait son rêve sur la science géométrique et qui découvre les fondements de la géométrie dans une nuit de novembre 1620 ou 29, je ne sais plus. Ça, c'est le XVIIe. Le XVIIIe siècle, c'est l'encyclopédie. On ne fait plus rien tout seul. Il y a des collaborateurs. On ne fait plus de mathématiques dans son cabinet tout seul. On ne fait plus de physique tout seul avec quelques observations en solitaire. On travaille, aujourd'hui, on dirait en réseau. Voilà. Le siècle, le XVIIe siècle, c'est le siècle d'hérésie, et le XVIIIe, c'est le siècle des réseaux, si vous me permettez la formule. Hérésie, chacun va chercher dans son coin la vérité tout seul et va prétendre apporter la vérité à son siècle. Le XVIIIe siècle, tout se fait en réseau. Tout se fait par Internet. Le XVIIe siècle, c'est Descartes, alors là, on le piste, on le traque, puis il sent que ça tourne mal, il va en Hollande, etc. Le XVIIIe siècle, il y a encore des bastilles, il y a encore des persécutions, mais on coopère. Il y a des salons, il y a des cercles. Alors bien entendu, il y a aussi des salons et des cercles au XVIIe siècle, mais c'est une personne, ce ne sont pas des institutions, c'est les amis de Descartes, les amis de Bayle, etc. Les amis du père Mersenne. Et ils correspondent, ils échangent, mais c'est des petits réseaux. Alors qu'au XVIIIe siècle, les choses éclatent. Donc, je vois là une deuxième distinction des Lumières par rapport au siècle qui l'a précédé, c'est la notion de travail en réseau, pourrait-on dire. Bon alors, ne caricaturons pas. Les sociétés de gens de lettres existent déjà. Le journal des savants au XVIIe siècle commence à faire circuler l'information, mais on parle de la géométrie de M. Descartes, du traité déconique de M. Pascal, etc., du calcul des fluxions de M. Newton ou du calcul de M. Leibniz, le calcul des quantités évanouissantes de M. Leibniz. Ce sont des noms propres. Le XVIIIe siècle, dans la pensée, a inventé le nom commun. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle où on parle des ismes. Ah, vous êtes mécaniste, vous êtes matérialiste, voilà. On ne dit plus cartésien ou anticartésien. Bien. Alors, voilà une première chose sur Descartes. Ce qui fait défaut à Descartes, c'est une démarche universelle. Je peux d'ailleurs apporter 2 preuves supplémentaires. Descartes écrit ceci dans le discours de la méthode: « Jamais mon dessein n'est allé plus avant que de bâtir dans un fond qui est tout à moi. » Descartes, c'est le petit propriétaire foncier, le haut-breu de province, dit je garde le précaré, je fais mon affaire, et si ça ne plaît pas, j'irai faire ailleurs en Hollande ou à la reine de Suède, ou chez la reine Christine de Suède. Alors ça, voyez-vous, c'est encore une distinction importante à faire. Au XVIIe siècle, il n'est pas rare que le philosophe devienne conseiller des princes. Descartes, je disais à l'instant, est invité à la cour de la reine Christine de Suède, où il va d'ailleurs avoir un projet d'académie. Oui, il y a aussi des petits réseaux comme ça. Mais c'est encore de l'ordre de l'exception. Ça devient la règle au XIXe siècle. Un philosophe n'est pas philosophe s'il n'a pas été appelé à la cour d'un grand de ce monde. Donc Voltaire ira à Potsdam, à la cour de Frédéric II, où lui arrivera bien des mésaventures, on le verra. Mais Diderot va à la cour de Catherine II, Grande Catherine de Russie. Et donc, tout à l'heure j'ai dit Catherine en Suède, c'est Christine de Suède, excusez-moi. Donc, ce qui n'était qu'une aventure personnelle devient une recette dans le siècle des Lumières. Mais pour revenir au caractère individuel, voire individualiste, des découvertes et des Lumières au XVIIe siècle, je cite encore Descartes qui dit ceci: « Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. » Vous vous rendez compte à quel point la philosophie cartésienne, malgré ses préceptes, malgré sa méthode, reste personnelle. C'est la méthode de moi
René Descartes, hein, et pas d'un autre. Que ceux qui veulent, qui même me suivent ou se rallient à mon panagement, enfin, qu'on peut m'imiter, mais c'est ma méthode. Ce n'est pas la méthode ou une méthode. Bien. Alors, il est vrai, et en ce sens, Descartes est quand même un précurseur du siècle qui va suivre, après avoir épaté son siècle par ses découvertes et par son fondement philosophique sur l'ego, le cogito cartésien, n'est-ce pas, le je pense donc je suis, hein, qui est encore un acte individuel, Descartes sera tenté, et justement, à la cour de Suède, il sera tenté de vouloir faire école, et plus cavalier seul. Vous savez, c'est Péguy qui disait Descartes, ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. Descartes, à force de faire cavalier seul, comme un véritable fils de la fronde, eh bien, aura sur ses vieux jours l'idée de fonder une école. Et c'est le moment où il rédige les principes de la philosophie, hein, et dans lequel, alors, il annonce un programme qui, effectivement, est, peut-être par anticipation, le programme des Lumières. Et on retrouve les métaphores de l'éclairage, de la vue, hein, du regard. Hein. C'est proprement, dit-il, avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie, etc. Enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie que n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas. La philosophie, une lumière encore plus importante que la lumière du jour qui nous permet d'éclairer les chemins sur lesquels nous marchons. Et dans cette lettre préface de l'édition française de ces principes, qui ont d'abord paru, en français d'ailleurs, avant d'être traduit en latin, c'est assez étonnant. Descartes dit ceci, hein, qu'il va considérer le souverain bien par la raison naturelle sans la lumière de la foi. Ah oui, donc le XVIIe est déjà en train de penser qu'il y a une lumière qui permet de considérer le souverain bien, mais qui est la lumière de la raison naturelle sans la lumière de la foi. Et, dit-il, ce n'est autre chose que la connaissance de la vérité par ses premières causes. Alors là, en revanche, le siècle dit des Lumières se distinguera de cette ambition cartésienne de découvrir la sagesse par la connaissance de la vérité des premières causes sans la lumière de la foi, parce que le XVIIIe siècle renoncera en grande partie à la connaissance des premières causes. Le XVIIIe siècle est le siècle, d'une certaine manière, de l'abandon de la métaphysique ou de l'adieu à la métaphysique, ou, dans certains cas, de l'adoption d'une métaphysique minimaliste. Encore un mot sur Descartes. Dans un texte, alors, on ne sait pas trop si c'est Descartes, c'est un texte attribué à Descartes, mais je le retiens parce qu'il est typique du XVIIe siècle, et surtout, il nous rappelle encore que le XVIIe siècle revendique la lumière de la raison naturelle. Le titre de ce texte, c'est « Recherche de la vérité par la lumière naturelle ». Et là encore, vous voyez, le programme va être la lumière naturelle par opposition à la lumière de la foi. Alors, je cite le titre en entier car il vaut son pesant de cacahuètes. « Recherche de la vérité par la lumière naturelle qui, toute pure, et sans emprunter le secours de la religion ni de la philosophie, détermine les opinions que doit avoir un honnête homme, touchant toutes les choses qui peuvent occuper sa pensée, et pénètre jusque dans les secrets des plus curieuses sciences. » Ça, c'est un programme qu'on trouve déjà au XVIIe siècle. Donc, ne disons pas le XVIIIe siècle est le siècle qui a écarté Dieu et le siècle qui a prétendu être une lumière de la raison seule, hein, par opposition aux croyances dogmatiques des siècles précédents. Bien. Alors, vous le savez, en tout cas les redoublants le savent, le XVIIe siècle est un siècle au cours duquel, évidemment, avec Descartes, on essaye d'aller aussi loin qu'on peut en parlant le langage des lumières naturelles. On l'a vu avec ses textes du principe de la philosophie. Raison naturelle sans la lumière de la foi. Descartes est un vrai rationaliste, en ce sens, et il aura des héritiers au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi un siècle où, en face de Pascal, et comme pour lui barrer le chemin, se dresse la figure de Pascal, et je ne citerai qu'un fragment des Pensées, dans lequel Pascal affirme que les lumières naturelles seules conduisent à l'obscurité. Je le cite. « Parlons maintenant selon les lumières naturelles. S'il y a un Dieu
il est infiniment incompréhensible, puisque n'ayant ni partie ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Autrement dit, l'exercice des lumières naturelles conduit au scepticisme, à l'aveu d'incompétence. Nous ne savons pas si Dieu est, s'il n'est pas, quel il est, quel il n'est pas. Et donc, il y aurait un échec de la raison à parler des matières métaphysiques, des matières de religion. Et c'est tout le mouvement que certains d'entre vous ont vu l'année dernière de cette tentative de Pascal de montrer qu'il y a un autre éclairage que celui de la raison et que cet éclairage est indispensable et que, c'est-à-dire que on ne peut pas s'en dispenser, d'une part, et deux, ce n'est pas l'homme qui le dispense. Il est humainement indispensable, indispensable à l'homme et non dispensable par l'homme. Alors c'est intéressant parce que, on va faire une petite enquête ethnographique là, si vous vous rendez sur l'épitaphe de la stèle de Descartes à la chapelle Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés, vous avez une belle épitaphe en latin qui dit ceci: Memoriae renati Descartes, reconditioris doctrinas laude et ingenii subtilitate praecelentissimi, qui primus arenovetis in Europa bonarum literarum studis rationis humanae, iura salva fidei Christianae autoritate, vindicavit et asserit, nunc veritatis quam unique coluit conspectu fruit. Vous aurez tous rapidement compris qu'il s'agissait d'un éloge de Descartes. Donc, à la louange, à la mémoire de René Descartes, qui a refondé les doctrines et qui, par la subtilité de son esprit super excellent, praecelentissimi, hein, fut le premier à partir de la rénovation des études dans l'Europe de la République des Lettres, alors c'est là que ça devient important, à revendiquer le droit de la raison humaine, vindicavit iura rationis humanae. Descartes, c'est celui qui, par son génie, etc., a revendiqué, est asservit, garanti, je ne sais plus comment dire, les droits de la raison humaine, salva fidei Christianae autoritate, tout en laissant sauve l'autorité de la foi chrétienne. Voilà ce qu'on essaye de faire dire à Descartes. Voilà, il a défendu le droit de la raison humaine, aussi bien que lui, mais sauf, comme on disait autrefois, ou tout en laissant sauve, hein, tout en épargnant l'autorité de la foi chrétienne. Et l'épitaphe termine en disant Nunc veritatis quam unique coluit conspectu fruitur. À présent, il jouit du face-à-face de la vérité qu'il a cultivé comme pas un autre. Bon. Cette dédicace, cette épitaphe de la stèle consacrée à Descartes dans la chapelle Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés résume bien l'esprit du XVIIe siècle. On est déjà allé aussi loin qu'on pouvait avec la raison, mais on prétend qu'on a pu trouver un arrangement avec la foi. Et là, c'est vrai que le XVIIIe siècle n'hésitera pas à couper le cordon, pour le meilleur, pour le pire, hein, et que, autrement dit, en ce sens, le XVIIIe siècle est peut-être plus pascalien que cartésien. Mais en attendant, le XVIIe siècle aura bien, avec ce face-à-face de Pascal et Descartes, retourné la question dans tous les sens. Alors, j'en viens à ma troisième hypothèse. Au fond, est-ce que l'avantage comparatif ou la différence spécifique du XVIIIe siècle consisterait dans cette espèce de défoulement un peu de trublion, hein, je m'excuse pour les Bretons d'entre vous, j'ai parlé de Fesneau. De Fesneau, c'est quand même, malgré le Chouchen qui coule à flot, et c'est quand même ça reste très correct. Est-ce que le XVIIIe siècle aurait inventé le libertinage? La réponse est encore une fois non. En un sens aussi bien technique que tout à fait commun, le libertinage est parfaitement présent au XVIIe siècle. Alors, il y a plusieurs libertinages, mais Pascal, lui, a des amis libertins. Et il essaye de les convertir. Pascal lui-même, à certains moments, a été un libertin. C'est quelqu'un qui croit que 2 et 2 font 4. D'ailleurs, le personnage du libertin, il est parfaitement présent dans le Don Juan de Molière. Et au moment où on lui demande, où Sganarelle lui demande ce qu'il croit, il répond « Je crois que 2 et 2 font 4 ». Et cette parole « Je crois que 2 et 2 font 4 », c'est la parole prononcée par un prince de Nassau ou de Saxe, je ne sais plus, hein, qui, sur son lit de mort, hein, en plein XVIIe siècle, dit « Je crois que 2 et 2 font 4 ». Au lieu de confesser pris dans les guerres de religion pour les Hollandais, contre les Anglicans, etc. Il dit « Écoutez, moi, tout ce que je crois, c'est que 2 et 2 font 4 ». Bon.
Cette figure du libertin athée, ou fortement agnostique, ou très incrédule, ou très sceptique, elle est parfaitement présente au XVIIe siècle. Ce n'est pas une invention du XVIIIe siècle. Donc, le chevalier de Méré, qui passe son temps dans les tripots à faire des paris, et qui va inspirer Pascal, c'est un libertin de l'époque. Et ce libertinat donc à plusieurs degrés. Alors il y a d'abord ce qu'on appelait le libertinage des poètes. Ça, c'est plutôt le libertinage de la licence poétique. Théophile de Viau disant, alors c'est un vers de Théophile de Viau, suivant le libre train que la nature prescrit. Bon, c'est les poètes qui disent, soyons un peu naturels, arrêtons de serrer les fesses avec Malherbe, Ménard et Racan, arrêtons de faire de la poésie académique, faisons de la poésie un petit peu fantaisiste. Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints, promener mon esprit par de petits dessins. C'est le poète qui veut jouir un peu d'une certaine licence, alors peut-être paillarde, mais en tout cas poétique. Et Théophile de Viau est un poète assez extraordinaire, mais parfois tenté par les licences de la préciosité et parfois totalement, presque ridicule, dans une tragédie intitulée Pyrame et Thisbé. Vous savez, Pyrame et Thisbé, c'est Roméo et Juliette des anciens temps. Alors, il y en a un ou une, je ne sais jamais quel est l'homme et la femme entre Pyrame et Thisbé, enfin, c'est pas très important. L'un croit que l'autre est mort parce qu'il arrive sur des lieux où il voit un lion qui se lèche les babines, il voit le vêtement de son amant ou de son amante, je ne sais plus, taché de sang. Alors, il en conclut que le lion a fait un festin, mais en fait, non, la personne s'était réfugiée dans une caverne et il a été épargné en ne laissant que son vêtement. Alors du coup, l'autre prend son couteau et croyant que l'amour de sa vie est mort, se suicide et alors il tombe et puis pendant ça l'autre sort de la caverne et voit la personne. Ah zut, c'est un peu comme dans Roméo et Juliette, c'est le même truc. Et il voit le couteau et alors là, le voici le poignard qui du sang de son maître s'est souillé lâchement, il en rougit le traître. Voilà, mais bon, le poète s'amuse. Dire que le couteau est rouge. Le couteau est rouge de honte d'avoir tué mon amant. Alors si c'est ça le libertinage, c'est amusant. D'autres poètes comme Saint-Amand. Mais le libertinage, c'est pas simplement le libertinage des poètes, c'est le libertinage philosophique. Et le libertinage philosophique, c'est le XVIIe siècle. C'est le libertinage de Lamotte-Levaillé, par exemple. Et Lamotte-Levaillé, c'est pas n'importe qui. C'est pas un obscur, jouisseur là, dans une taverne en train de refaire le monde avec quelques amis. Il est précepteur du duc d'Orléans, puis de Louis XIV. Donc, qu'on ne dise pas que Lamotte-Levaillé, les libertins au XVIIe siècle, c'est vraiment un petit groupe d'épicuriens enfermés dans la taverne La Pomme de Pin, n'est-ce pas, ou dans quelque autre troquet fréquenté par Molière dans sa jeunesse. Non, ce sont des gens qui sont bien en cours, mais évidemment, il y a des partis à la cour et qui vont être évincés. Gassendi, Gabriel Naudet, etc. Tous ces gens-là sont des apôtres, sont des gens qui ressuscitent un peu l'esprit de Montaigne et qui pratiquent un véritable relativisme quant à la science, quant à la religion, quant à la vérité même, et qui usent et abusent des récits de voyage pour dire, voyez-vous, Montaigne avait raison, la vérité est changeante, l'homme n'est partout et en tout que rapiècement et bigarrure, et qui conclut volontiers avec Montaigne, la plus universelle qualité, c'est la diversité. Alors parmi ces libertins, vous trouvez le vrai Cyrano de Bergerac. C'est un vrai héros du XVIIe siècle. Mais évidemment, c'est une personnalité unique à chaque fois, mais isolée, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles. Alors, parmi ces libertins philosophes, vous avez évidemment la grande figure de Pierre Bayle, qui est le cerveau et la base de données du XVIIe siècle. Son dictionnaire historique et critique en 4 volumes contient toute l'histoire de tous les temps, toutes les critiques possibles sur les chronologies, les calendriers, les computes ecclésiastiques, mais également les systèmes philosophiques, les dogmes de toutes les religions, réformés par réformés, calvinistes, bucériens, luthériens, mélanctoniens, etc. C'est une somme extraordinaire. Et à partir de cette diversité, Pierre Bayle professe un scepticisme quasi total. Il est également, alors on dira, ah oui, le XVIIIe siècle, c'est l'inventeur de la tolérance. Erreur. C'est au XVIIe siècle que Locke écrit ses lettres sur la tolérance, et c'est au XVIIe siècle surtout que Pierre Bayle écrit son traité sur la tolérance. Enfin, le vrai titre, c'est le commentaire sur Compelle intrare, contraint-les d'entrer. Le commentaire philosophique de Pierre Bayle, en plein XVIIe siècle, est une revendication de la tolérance. Mais cette revendication, on la trouve déjà
chez Erasme, on la trouve déjà d'une certaine manière chez Thomas More. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire « Ah, le XVIIIe siècle a inventé la tolérance ». Ça me paraît une erreur. Le libertinage, c'est également, enfin, le libertinage mondain. Le Grand Condé, la princesse Palatine, le cardinal de Retz, le chevalier de Méré, dont je parlais tout à l'heure, ainsi que Miton. Tout ce beau monde va fréquenter Saint-Évremont ou Ninon de l'Enclos, hein, et on va faire l'esprit fort, on va raisonner, on va faire les raisonneurs, et on va saper le fondement de l'autorité religieuse, administrative, royale même. Hein, c'est évident que bon, il y a des conspirations, le cardinal de Retz en sait quelque chose, hein, mais absolument aucune innovation au XVIIIe siècle en matière. Tout cela est déjà présent dès le XVIIe. Alors, évidemment, les choses ne vont pas toujours se passer très bien pour ces libertins, et le bras soit du pouvoir monarchique, soit du pouvoir ecclésiastique, va s'abattre assez lourdement sur ces libertins. Mais en tout cas, hein, la persécution ne sera pas souvent moindre au siècle des Lumières. Hein. Les passages, les embastillages, les embastillements de grands philosophes sont bonnets courantes. Donc, s'il y a un contraste, il n'est pas là, mais il est, il me semble, dans le fonctionnement véritablement collectif des cercles de réflexion athées ou matérialistes ou sceptiques au XVIIIe siècle, alors que au XVIIe siècle, même s'il y a des cercles, il y a des salons, on s'est réunis chez Saint-Évremont, chez Ninon de l'Enclos, mais ce sont des personnalités, il n'y a pas de système. Il y a une personne qui proteste, voilà. Il n'y a pas d'isme, si vous voulez, il n'y a que des héros. Il n'y a pas d'isme, il n'y a que des îlots. Voilà, exactement, on pourrait dire ça comme ça. Alors que le XVIIIe siècle sera le siècle des systèmes, où on compare le matérialisme, le scepticisme, Voilà donc pour ce troisième point sur le libertinage. Alors, on a envie de demander, mais finalement, j'ai pointé dans mon enquête 3 différences entre le XVIIIe et le XVIIe. La première différence, c'est le recours à l'expérience. Hein. La deuxième différence, c'est le passage de l'individuel à l'universel. Et sa traduction dans la troisième différence, c'est socialement les réseaux de discussion par opposition aux héros isolés du XVIIe siècle. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout, une figure, un événement qui pourrait être l'emblème, je ne dis pas la cause, ni la consistance profonde, mais l'emblème du siècle des Lumières? Eh bien, il y en a bien, bel et bien un, mais paradoxalement, c'est un événement qui s'est produit, c'est un fruit du XVIIe siècle. C'est, si vous voulez, l'événement charnière entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Et pour vous faire travailler un peu, je vais vous demander si l'un d'entre vous sait quel est, alors, je ne veux pas être trop dogmatique, on pourrait voir les choses de manière différente, mais quel est dans la mentalité du XVIIIe siècle le point où tout a basculé? Quel est le nom qui a ouvert, qui a donné lieu à une mode de pensée qui d'ailleurs justement réunit les points qu'on a vus auparavant, à savoir l'intérêt porté à l'expérience et le fonctionnement d'un travail en réseau. Quel est le nom, un nom XVIIe siècle, mais qui a ouvert les portes à un nouveau regard sur la science et la philosophie? Alors, j'entends Buffon, mais Buffon, c'est le XVIIIe siècle. Fontenelle. Et alors Fontenelle, vous savez, il est mort très très vieux. Il est mort, mais à un âge très avancé, 100 et quelques années, c'est ça? Et on raconte que, s'entretenant avec une très ancienne marquise dans un salon, celle-ci lui dit « On dirait, mon cher Fontenelle, que la mort nous a oubliés. » Et lui répond « Mais ça, c'est des traits d'esprit précieux. C'est bon. Fontenelle, oui, non, parce que Fontenelle est un cartésien pur et dur. Fontenelle défend le système cartésien, les tourbillons cartésiens pratiquement jusqu'à la fin, et même dans l'entretien sur la pluralité des mondes, il bataille pour montrer que c'est ça qu'il faut défendre parce que c'est français. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un nom? Allez voir un peu en Angleterre. Newton. C'est Newton qui, paradoxalement, est l'inspiration du siècle des Lumières. On aura l'occasion d'y revenir pendant toutes les différentes étapes de cette année, mais
c'est lui qui est un peu ce point de passage. Alors je vais me justifier, mais j'ai dit tout à l'heure que le XVIIIe siècle devait beaucoup au XVIIe, et j'en veux pour preuve la remarque de Diderot, qui dit ceci: nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV. Nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV. Autrement dit, le jugement que je vous ai proposé, le jugement qui consiste à réviser la soi-disant nouveauté du XVIIIe siècle, il est avoué par Diderot lui-même. De même que tout à l'heure, Lamétrie reconnaissait que Descartes avait quand même fait une partie du travail, et que s'il avait fait davantage attention à l'expérience, eh bien, il aurait été un homme digne d'éclairer le XVIIIe siècle. Mais Diderot affirme lui-même: nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV. Eh bien, Newton, c'est ce contemporain XVIIemiste du XVIIIe siècle. Alors, Newton, c'est celui qui donne priorité absolue à l'expérience, refuse de faire un système géométrique cartésien, considère que les lois d'attraction, etc., eh bien, il les a constatées expérimentalement, que, en trouvant la forme mathématique, il n'a fait que résumer les expériences, qui s'en est tenu strictement à l'expérience, qui n'a pas fait d'hypothèse métaphysique, c'est le fameux hypotheses non fingo. Je ne fais pas d'hypothèse, je ne feins pas d'hypothèse, je n'imagine pas de système géométrique derrière tout ça. Je me contente de collectionner les faits, je regarde les marées, je regarde les corps en chute libre, je regarde les trajectoires des planètes, et il se trouve que je peux faire passer entre tous ces phénomènes une même équation, ou plutôt deux équations, ou deux ou trois lois. La somme des forces extérieures égale au produit de la masse par le vecteur accélération, et la force de gravitation égale Kmm' sur D2. Les corps, oui, si vous préférez, les corps s'attirent et se repoussent en fonction directe du produit des masses et en fonction inverse du carré des distances, selon une constante. Alors vraiment, là, on est vraiment dans la véritable révolution. Et pour le dire de manière amusante, non seulement Newton fait droit aux critères de l'expérience, contrairement à Descartes qui voulait absolument que toute causalité soit purement mécanique, et donc qui voulait que les planètes soient emportées sur leurs orbes planétaires par des tourbillons matériels qui justifient leur trajectoire. Et Fontenelle donnera encore cette hypothèse des tourbillons, parce qu'en un sens, c'est la plus rationnelle. Et là, j'attire votre attention sur ce qui a été, et qui devrait être encore en fait, un sujet de d'émerveillement. La découverte des lois newtoniennes de la dynamique, et notamment la découverte de la loi de gravitation. Quand on y pense, c'est quelque chose de totalement irrationnel. C'est beaucoup plus rationnel d'imaginer que les planètes sont plongées dans un milieu compact, dans une sorte de liquide, dans un éther, si vous voulez, et que les mouvements, les tourbillons des différentes planètes se transmettent les uns aux autres, et que les trajectoires planétaires sont le fruit d'une mécanique, comme les grains dans un moulin à café qui... Voilà une mécanique rationnelle. On vous dit, il y a une force immatérielle qui pénètre jusqu'à l'intérieur des corps et qui s'exerce en fonction à distance, mais c'est totalement irrationnel. C'est une sorte de magnétisme. D'ailleurs, Kepler avait déjà pensé à une sorte de force magnétique parce qu'il disait quand même c'est bizarre, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose entre les planètes et pourtant il y a un mouvement qui semble se transmettre autour du Soleil, c'est étonnant. Bon. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que la raison pour laquelle Newton a osé enfreindre l'obstacle ou enjamber l'obstacle de la faible plausibilité d'une construction mécanique, c'est qu'il s'est dit, mais moi je me fiche des hypothèses mécaniques, métaphysiques, géométriques, je pars de l'expérience. L'expérience, c'est que les planètes se déplacent, là on a fait des relevés, telle date, telle position, telle date, telle position. Et ben ça c'est conforme uniquement, ces trajectoires, je peux les expliquer que par une loi en mm' sur D2, c'est tout. Je ne me pose pas de questions métaphysiques sur la façon dont réellement sont transmis les mouvements. Je suis fidèle à l'expérience. Donc, Newton va finir par imposer son système, enfin, à titre posthume. Le XVIIIe siècle va devenir newtonien parce que Newton est avant tout un expérimentateur. Mais il y a un deuxième point, et c'est le côté réseau, c'est le côté vulgarisation. Le XVIIIe siècle est le siècle de la vulgarisation. J'en veux pour preuve ce texte de Fernando Algarotti qui s'appelle Il newtonianismo per le dame. Le newtonianisme pour les dames. Voilà. Ça, ce sont des titres tout à fait 18e. Vous trouvez également au XVIIIe siècle
un texte de Formet, hein, qui était un grand secrétaire à l'Académie des sciences de Prusse, qui était grand collaborateur de l'encyclopédie, et qui était passionné par la philosophie de Wolff, une philosophie des Lumières, hein, et très mécanique également, elle, et qui intitule un texte en français La Belle Wolffienne. Hein. Imaginez que, je sais pas quoi, Heidegger est fait écrire par des gens La Belle Heideggerienne, ou bon, voilà. Hein. C'est le XVIIIe siècle et le siècle de la vulgarisation. Et l'encyclopédie, à laquelle nous consacrerons 2 séances, est évidemment le grand vecteur de la vulgarisation au sens noble du terme. Mais c'est l'idée qu'il n'est plus besoin de s'appeler Descartes et d'avoir sa méthode. Il n'est que de lire un ouvrage publié par souscription, et quiconque, quel homme qu'on soit, a le droit de s'instruire, a le droit d'accéder, n'est-ce pas, à certaines connaissances. La marquise du Châtelet donne des cours de physique newtonienne à Voltaire. Donc ça, c'est pour les féministes parmi vous qui diraient ouais, newtonianisme pour les dames, on se moque de nous. Non, c'est une marquise, hein, qui a traduit Voltaire en français, hein, qui a traduit Newton en français, les Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, hein, les principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton, 1689, deuxième édition 1704 par là, hein, donc c'est vraiment le XVIIe siècle encore. Hein, eh bien, c'est la marquise du Châtelet qui les traduit en français. Hein. Donc, vous voyez, le siècle de la vulgarisation. Et le siècle des femmes, en un sens aussi. Bien. Alors, il y a un délicieux diptyque, signé Halley, hein, l'inventeur de la comète, hein, et qui a été repris par Pope, hein, le poète philosophe, hein, et qui se trouve sur c'est encore l'épitaphe sur la tombe de Newton. Hein. Je vous citais celle de Descartes tout à l'heure, mais il est le temps de lui opposer celle de Newton, et qui dit ceci: Nature's and nature's laws lay hid at night. La nature et ses lois gisaient dans l'obscurité, dans la nuit. God said, let Newton be, and all was light. Dieu dit que Newton soit, et la lumière fut. Alors, vous allez dire, mais ils sont fous. Hein. Mais en un sens, c'est loin d'être stupide, parce que c'est vrai que jusqu'à Newton, les métaphysiciens, même Leibniz, rivalisent de bricolages infernaux pour essayer de trouver comment tout ça tient. Alors, on commence à faire une mécanique, mais ça reste vraiment, on dit alors on va appliquer bêtement les lois de la géométrie, alors bon, et on arrive à des absurdités, et Descartes, avec toute sa bonne volonté, accouche d'un système qui est complètement délirant, où il faut des tourbillons partout, et c'est encore plus compliqué finalement que la vieille astronomie ptoléméenne. Hein, bon. Alors, là, sur ces entrefaites, Newton dit, bon, commençons par écarter tous ces systèmes, regardons les données et voyons comment on peut les coordonner, les mettre en relation par quelques équations simples, et il arrive à cette fameuse loi de gravitation, et à cette loi de la dynamique, qui est quand même une chose fascinante, parce que jusqu'à Newton, il faut expliquer, d'une part, la chute des corps à notre échelle, tombe, il faut expliquer le mouvement des planètes, hein, et puis les marées, ce qui est un peu entre les deux. Et Newton montre que tout ça s'explique par une seule et même loi. Que c'est que la même raison qui fait tomber un marqueur de ma table est la raison qui fait libérer, comme on disait autrefois, le niveau des océans, hein, et qui fait se mouvoir les planètes. La gravitation. Et devant la puissance d'intégration de ce modèle, qui en même temps n'est pas un modèle, métaphysique, c'est un modèle purement, on décrit et on coordonne les descriptions par un outil mathématique, les gens ont été vraiment sciés. Ils se sont dit, enfin, on a trouvé le secret de la nature. D'où l'enthousiasme du XVIIIe siècle pour les cabinets de physiciens, hein, où toutes les marquises se font expliquer, ou expliquent hein, à leurs gens comment tout cela fonctionne. Et donc, hein, l'enthousiasme qui consiste à dire la nature et ses lois gisaient dans la nuit, Dieu dit que Newton soit, et tout fut lumière, la lumière fut. Alors, c'est un peu amusant parce que all was light, ça veut dire tout fut lumière, hein, pour ce siècle qui donc allait commencer et qui allait devenir le siècle finalement de Newton à titre posthume. Mais all was light, ça peut se traduire aussi et tout fut léger, n'est-ce pas? Hein. Et c'est vrai que les lois et la dynamique newtonienne, ça allège énormément de travail. Ça permet une prédiction des marées beaucoup plus précise, etc. Bon. En vertu de la conjonction des astres, etc. Bon. Et all was light, oui, le fardeau de la gravitation universelle est maintenant parfaitement
supportés par des équations relativement simples. Alors voici en quoi le siècle des Lumières et la philosophie des Lumières, à laquelle nous nous consacrerons cette année, dépend du XVIIe siècle et n'en dépend pas. Il en dépend parce que, comme disait Diderot, nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV et que le plus grand inspirateur du siècle des Lumières, c'est-à-dire celui qui apporte une méthode vraiment expérimentale et qui travaille en réseau, Newton a des collaborateurs à l'université de Cambridge, il discute avec plein de mathématiciens. D'ailleurs, son idée de loi en MM' sur D2, il la tient de Abraham Moivre, à qui il écrit une lettre en disant oui, je comprends pas, aide-moi, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait une loi qui donne des ellipses, etc. Et l'autre lui répond, essaie une loi en MM' sur D2, tu verras si ça marche. Paf, ça marche. Un travail en réseau. Donc, un travail d'expérience, un travail en réseau, un travail qui ne dédaigne pas la vulgarisation, l'encyclopédie, l'esprit d'éveil, hein, et de partage des connaissances. Voilà qui va donner à ce siècle de lumière sa spécificité. Mais encore une fois, ils n'ont rien inventé, mais ils ont beaucoup divulgué. Je vous remercie.